Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre avec Monsieur l'ambassadeur de France Philippe Martinet, ambassadeur de France au Kazakhstan, avec Assem et Rustem, auteurs de la chanson La Terre en héritage. Bienvenue à cette rencontre à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Je suis Jérémy Goldbaum, attaché culturel à l'ambassade de France au Kazakhstan, et je suis très heureux de vous accueillir à cet événement organisé en partenariat avec l'Alliance française de Nour-Sultan et le réseau des acteurs culturels français en Asie centrale. Alors, je suis très heureux d'accueillir tout d'abord Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à Alors, tous. cette journée mondiale de l'environnement, elle a été initiée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, en 1972. Elle a lieu tous les 5 juin et elle a lieu notamment dans des pays hébergeurs. Et notamment cette année, c'est la Colombie avec une thématique pour 2020, c'est le temps de la nature. Alors l'objectif de la Journée mondiale de l'environnement, c'est à la fois de donner un visage humain aux problèmes environnementaux, d'amener aussi les populations à devenir des agents actifs en faveur du développement durable et équitable, et puis également de promouvoir la compréhension du fait qu'il est important de pouvoir changer, notamment changer ses moyens de production et ses modes de vie pour embrasser voilà, les nouveaux enjeux environnementaux et de défendre un partenariat entre les pays afin de mettre en place ces politiques. Je vous propose peut-être, avant de donner la parole à Monsieur l'ambassadeur, de vous passer une petite vidéo de l'ONU. Donc, elle est avec sous-titrée en français. Now more than ever, we are confronted with the fragility of life and our connection to nature and our planet. Nature is showing us that humankind is on the verge of a breakdown. At least 1 million plant and animal species are likely to disappear soon. We are on the verge of a mass extinction unlike anything humankind has ever seen. We rely on nature for our energy, for our food, and everything we need. We can fix this, but only if we act now. It's time to ensure we have a future. It's time for nature. Wake up. Wake up. Wake up! This World Environment Day, This World Environment Day, Tell the world why it's time for nature. it's time to show our leaders why nature matters. Together or apart, Juntos o separados. Рядом или на расстоянии. We will unite to make our voices heard. We won't back down. we will not back down. We see real and lasting change to support this beautiful planet we call home. Y reconectarnos emocionalmente con la naturaleza. Tag your friends and leaders of corporations, companies, and governments. To invite them to be part of the solution. We need the planet more than the planet needs us. Your planet, my planet. It's time for nature. It's time for nature. It's time for nature. Llegó la hora de la naturaleza. Voilà en ce qui concernait cette vidéo sur effectivement sur la protection de l'environnement et de ses enjeux. Monsieur l'ambassadeur, justement, en quoi est-il nécessaire aujourd'hui face à ces catastrophes? On a vu par exemple les incendies qui avaient lieu, c'est des captures de vidéos d'incendies qui avaient lieu notamment en Australie et aux États-Unis. En quoi justement il devient nécessaire d'agir pour protéger l'environnement aujourd'hui? Merci beaucoup, Jérémy, de me donner l'occasion de m'exprimer sur un sujet qui m'est personnellement très cher, très important, puisque je me suis occupé pendant 3 ans de changement climatique, de lutte contre le changement climatique au ministère des Affaires étrangères, dans les négociations sur les changements climatiques. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de se mobiliser? On vient de voir cette très jolie vidéo des Nations Unies. C'est une présentation malgré tout assez consensuelle, assez gentille de ce qui se passe. C'est une présentation aussi, vous l'avez vu, qui est ancrée dans l'actualité puisqu'on voit des gens avec des masques au début et donc on est placé par cette vidéo dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, comme si quelque chose de nouveau venait de se déclarer. Or, c'est tout le contraire. Ce qui est en train de se passer, c'est une série de catastrophes annoncées.
je me suis replongé dans ma littérature Internet et dans mes sources et j'ai retrouvé un article de juillet 2017. C'était il n'y a pas si longtemps, hein, c'était il y a 3 ans. Je m'occupais de changement climatique il y a déjà 10 ans. Le premier sommet de la Terre à Rio était en 1989. Ça fait très, très longtemps que ces préoccupations sont connues et ça fait très longtemps, ça fait plusieurs décennies que les scénarios des catastrophes annoncées se déroulent devant nous. Cet article de juillet 2017, il énonçait 8 apocalypses. En fait, il y en a 9 si on compte bien les catastrophes qui sont décrites dans cet article. Et je répète, c'était il y a 3 ans, en juillet 2017. Une apocalypse liée au changement climatique qui est la grande submersion, c'est-à-dire la montée des eaux des océans qui va probablement s'accélérer parce que nous nous sommes rendus compte il y a 3 ans, 4 ans que le changement climatique allait beaucoup plus vite que prévu. Donc ça veut dire probablement beaucoup de grandes villes se trouvant sur les côtes, sur le littoral, 600 millions de personnes dans le monde entier, dans des très grandes villes, New York, la Floride, Miami, la Louisiane, pour ne prendre que les États-Unis, mais aussi les côtes françaises, beaucoup de littoral de l'Europe, les Pays-Bas, qui sont pour une bonne partie en dessous du niveau des eaux, etc., etc. Le Bangladesh, qui subit des inondations catastrophiques chaque année. Toutes ces zones-là sont menacées. Deuxième catastrophe, l'extinction massive des espèces. On en a beaucoup parlé cette année dans le contexte de la pandémie. Là, je ne reviens pas sur l'importance de ce qui est en train de se passer. Je crois qu'il faut retenir sur cette 6e extinction, puisque c'est la 6e extinction généralisée des espèces, c'est qu'elle se produit dans un temps très court. Toutes les autres extinctions se sont produites dans des temps beaucoup plus longs, plusieurs centaines au moins de milliers d'années. Là, on est face à un phénomène très accéléré parce que l'espèce humaine est arrivée à détruire son environnement dans un temps relativement réduit à l'échelle de l'histoire de la planète. Troisième catastrophe, la catastrophe des températures, qui est celle à laquelle tout le monde pense le plus vite. Le changement climatique, ça veut dire qu'il va faire plus chaud. On le voit encore cette année. Il y a quelques semaines, il faisait 45 degrés dans le nord de l'Inde, alors que c'est un temps plutôt de la fin du mois de juin et que la fin du mois de mai. La France vient de connaître 12 mois consécutifs de températures supérieures à la moyenne. On a connu dans les 10 premières années de ce siècle 4 ou 5 des années les plus chaudes depuis que nous mesurons les températures sur Terre. Cette chaleur, elle tue, c'est-à-dire elle tue concrètement des êtres humains dans les conditions de la fameuse canicule de 2003 en Europe, qui va devenir probablement la norme au milieu du siècle. 4e catastrophe annoncée, la famine, parce que en fait, le réchauffement climatique fait baisser la productivité des cultures. Donc évidemment, on travaille contre ça, mais les rendements agricoles baisseraient en gros de 10% par degré supplémentaire de température moyenne. Ça veut dire, à mesure que la population augmente, une plus grande difficulté encore de nourrir les gens. 5e catastrophe, ce qu'on a pu appeler les pestes climatiques, c'est-à-dire la diffusion des nouvelles épidémies ou pandémies, dont on a eu un exemple cette année, qui a un lien plus ténu avec le changement climatique que d'autres épidémies, puisque elle passe par la question de la biodiversité. Mais en dehors du coronavirus, la dengue et toutes les autres maladies portées par des moustiques d'une espèce particulière se diffusent avec la diffusion de ces moustiques qui va avec le réchauffement du climat. 6e catastrophe, un air qui devient irrespirable, parce qu'un air qui est rempli de CO2 est aussi un air qui est rempli d'autres polluants et qui aggrave d'ailleurs les maladies et l'exposition aux maladies. On a vu dans notre actualité récente que l'épidémie, la Covid-19, était plus meurtrière pour les personnes qui avaient été plus exposées à la pollution atmosphérique. 7e catastrophe, dans le domaine géopolitique, on a établi un lien entre le changement climatique et la guerre. On sait par exemple que le conflit en Syrie, qui s'est étalé sur plusieurs années, qui a fait un nombre considérable de victimes, était en grande partie lié à la sécheresse dans des populations agricoles, d'éleveurs de troupeaux. La sécheresse a rendu
leur situation économique beaucoup plus difficile et à favoriser probablement le déclenchement de conflits et le recrutement de certaines personnes dans des groupements à caractère terroriste ou Donc, par militaire. exemple, pour les guerres, ce sont des guerres qui sont déclenchées par une gestion difficile, notamment des ressources alimentaires et de la gestion de l'eau. On peut s'attendre à ce qu'il y ait des conflits sur les ressources dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans qui viennent, des conflits autour de l'eau. La question de l'eau en Asie centrale, par exemple, est une question qui est très parfois tendue entre les différents pays d'Asie centrale, puisque les structures de coopération qui existaient entre les républiques soviétiques ont disparu avec la fin de l'Union soviétique. Mais quand on parle du lien entre le changement climatique et la guerre, c'est un lien plus profond, plus indirect. On peut penser aussi que ce qu'on a appelé les printemps arabes en 2011 ont été déclenchés par les difficultés des récoltes en Ukraine et en Russie dans la saison qui a précédé, qui était elle-même liée à moins de pluie, moins d'eau et donc des récoltes moins importantes. 8e catastrophe, c'est l'effondrement économique. On l'a vu cette année avec une pandémie, un mécanisme très spécifique, puisque c'est nous qui avons arrêté l'économie volontairement pour en réalité permettre de freiner la diffusion du virus. Mais l'effondrement économique, c'est aussi le fait que tout ce qui se passe, que je viens de décrire, a un coût. Et ce coût, il est évalué à 1,2 point de PIB, donc 1,2% de croissance par degré de réchauffement. Or, d'ici la fin du siècle, d'ici 2100, les températures vont sûrement augmenter entre 3 et 4 degrés si nous ne faisons rien. Et nous ne sommes pas encore en train de faire assez. 9e catastrophe, j'arrête là parce que c'est assez déprimant, mais il faut bien partir d'un constat qui est réel et qui démontre l'urgence, puisque je rappelle que cet article date de 2017 et que toutes ces tendances, elles sont décrites depuis plus de 10 ans ou 20 ans, c'est l'empoisonnement des eaux de l'océan. Parce qu'en fait, l'océan joue un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique parce qu'il absorbe un tiers du carbone que nous rejetons dans l'atmosphère. Or, cette absorption du carbone modifie la chimie de l'eau, rend l'eau plus acide et crée des réactions en chaîne de destruction de la vie dans les océans. Or, il y a à peu près 500 millions de personnes qui vivent des produits de l'océan. Donc, c'est un risque supplémentaire et voilà pourquoi cette journée de l'environnement, elle est fondamentale. Je crois qu'il faut aller au-delà du film très optimiste, très mobilisateur que vous venez de présenter et qui est une manière gentille et douce de présenter ces urgences, mais il y a vraiment, vraiment péril en la demeure aujourd'hui. Et je crois que c'était vraiment fondamental qu'on fasse aujourd'hui cette réunion avec les francophones d'Asie centrale. Monsieur l'ambassadeur, justement, il y a une première question pour vous sur les thématiques que vous venez d'aborder de Marlene Plumley. Êtes-vous encouragé actuellement par les phénomènes d'amélioration de la nature pendant la pandémie? Est-ce que vous pensez que cela peut encourager une prise de conscience accélérée de la part des gens et des pouvoirs publics? Alors, ce qu'on voit aujourd'hui factuellement, c'est que le confinement mondial, qui n'est pas terminé, qui n'est pas complètement terminé, qui reprend, qui petit à petit cède la place à la reprise de l'activité économique, le confinement mondial a permis une réduction des émissions de l'ordre, selon les évaluations, entre 7 et 10%. Or, d'après les prévisions du GIEC, du Groupement international d'experts sur le climat, qui a produit les évaluations scientifiques qui nous permettent d'évaluer les efforts qui sont nécessaires, il faudrait qu'à partir de 2020, si nous voulons réduire le réchauffement climatique et le maintenir aux alentours de 2 degrés d'ici la fin du siècle, il faudrait qu'à partir de cette année, c'est-à-dire dès maintenant, nous abaissions nos émissions de, disons, 7 à 8% chaque année. 7 à 8% chaque année. Donc, on voit bien que la pandémie, le confinement, c'est plus un accident qu'une méthode pour réduire les émissions. Ça nous coûte très cher en termes de croissance, ça va nous coûter très cher en termes de chômage, de pauvreté dans le monde, de problèmes alimentaires, et ça ne crée en plus une réduction des émissions
que très temporaire, puisqu'on vient de le voir à l'occasion de cette journée internationale de l'environnement. Tous les médias font un point sur ce qui est en train de se passer après la pandémie, après le confinement. Et par exemple, à Shanghai, la pollution est 9% supérieure au mois de mai par rapport à l'année dernière. Ça veut dire que la Chine, dans son ensemble, qui a repris le travail, a déjà recommencé à polluer. Et que même si tout le monde voudrait, et je crois qu'il y a un mouvement très important dans l'opinion publique mondiale pour aller vers ça, parce que la prise de conscience a été très forte, même si tout le monde le voudrait, la tendance spontanée va être de donner la primauté à l'économie, à la reprise de la croissance. Donc, certes, ce moment a été très important. Il nous a permis de prendre conscience de notre pouvoir, d'une certaine manière. C'est-à-dire que nous pensons que nous ne pouvons pas agir, mais en fait, nous pouvons agir. Simplement, cette manière d'agir qu'est le confinement, elle n'est pas efficace à long terme. Elle ne produit pas une économie qui fonctionne à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans en permettant aux gens de vivre. Et c'est ça qu'il nous faut trouver. C'est pour ça que c'est très encourageant de voir que l'Union européenne, qui vient de lancer un plan de 750 milliards d'euros de soutien aux économies des États membres de l'Union européenne, donne une priorité environnementale très forte à ce plan de relance. C'est encourageant, mais il faudra faire beaucoup plus. Si vraiment nous voulons arrêter ces 9 catastrophes qui sont en train de se dérouler sous nos yeux, il faudra vraiment faire beaucoup plus. Justement, pour Marilyn Pumley répond de nouveau et demande comment est-ce qu'on explique justement qu'il y ait eu, que cette pollution ait persévéré alors même que qu'il y ait eu un quasi total arrêt des économies, des avions et des industries polluantes. En vérité, il n'y a pas eu un arrêt total de toutes ces industries polluantes. Alors, il y a eu un arrêt total de certaines de ces industries polluantes, puisque les transports aériens, qui sont une contribution de plus en plus importante, ou qui étaient en tout cas jusqu'à la pandémie, et ça sera peut-être un effet positif de la pandémie, négatif pour les compagnies aériennes, négatif pour les pays qui vivent de l'exportation d'hydrocarbures, mais positif pour nous. Le transport aérien, lui, le tourisme, le transport pour des raisons économiques, d'affaires, a connu un très fort coup d'arrêt. Ça, c'est réel. Et ça a contribué très fortement à la baisse de ces émissions. La circulation automobile aussi, qui est une composante de l'ordre de 30 à 40% en fonction des pays à la pollution et à la production de CO2. Cette circulation automobile a considérablement baissé partout à cause du confinement. Ce qui se passe avec la reprise, c'est qu'elle n'est pas partout au même moment et que la Chine a été la première à reprendre. Si vous regardez le calendrier, nous avons, par exemple, au Kazakhstan, nous sommes entrés dans l'état d'urgence au moment où Wuhan annonçait la fin de l'épidémie. Donc, la Chine, sur la base de cette victoire sur le virus, a repris son activité très rapidement. Et on voit bien que ça n'est pas en 1 mois, en 2 mois qu'on peut changer les modes de production, qu'on peut changer la production d'énergie, notamment, par exemple, en Chine. On sait que malgré des engagements très forts dans le cadre de l'accord de Paris, la Chine a repris la construction de centrales à charbon. Le charbon étant la plus sale des sources d'énergie. La plus polluante, oui. Et justement, une question de Yerlan, la croissance économique n'est-elle pas en contradiction avec l'écologie? Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager un modèle de décroissance? Là, si on parle plutôt des solutions. Je crois que la vraie difficulté, c'est de définir aujourd'hui ce qui a de la valeur. Je veux dire que tout notre système de valeurs est fondé sur la mesure de la croissance économique, sur la mesure chiffrée d'indicateurs quantitatifs de production, d'indicateurs quantitatifs de consommation, puisque le PIB, c'est en fait pour une très large part de la consommation, et que ce qui de plus en plus, à mon avis, va avoir de la valeur, c'est ce que vous avez derrière vous, c'est-à-dire des arbres, l'air pur qu'on peut respirer dans le parc qui est en bas de chez moi, de la résidence,
la rivière auprès de dans laquelle on va pouvoir aller pêcher parce que l'eau sera de qualité ou au bord de laquelle on pourra se promener. C'est-à-dire que ce à quoi nous devrions, à mon sens, réfléchir, c'est comment est-ce que nous redéfinissons ce qui, pour nous, en tant qu'humains, en tant que civilisation, a de la valeur. En même temps, il faudra bien trouver un moyen de faire vivre tout le monde, de nourrir tout le monde, de permettre le développement de la science et de la technologie, parce qu'il n'est pas question d'abandonner les progrès, notamment de la médecine, qui ont besoin de science et de technologie. Donc, c'est une voie étroite, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts et des investissements colossaux, beaucoup d'argent. Mais je crois qu'aujourd'hui, le contexte est très favorable puisque je parlais de ce plan de l'Union européenne, de la Commission de 750 milliards d'euros. C'est un des nombreux leviers qui sont actuellement mis en place pour essayer d'infléchir un peu la croissance. Je crois que maintenant, la priorité devrait être d'essayer de réorienter notre système productif, réorienter l'industrie, arrêter de produire certaines choses, arrêter de consommer de manière compulsive certains produits dont la croissance, je pense… Prenez les iPhones, par exemple. Pourquoi serait-il nécessaire chaque année ou tous les 18 mois de changer d'iPhone? Est-ce que réellement c'est absolument indispensable pour notre bonheur? Parce qu'un iPhone, c'est quelque chose d'extrêmement polluant, non seulement par les métaux qui rentrent dans sa fabrication, mais par la quantité d'énergie qu'il consomme. Les téléchargements, par exemple, de vidéos sont une des sources de pollution les plus importantes et d'émissions de gaz à effet de serre les plus importantes dans le bilan global, le bilan carbone global. Donc, il va falloir qu'on fasse tous ensemble des choix. Et puis, je crois qu'il faut qu'on se dise vraiment qu'il faut agir. Il faut arrêter d'en parler. Il faut agir. Justement, il y a une question auquel vous répondez en partie, mais j'aimerais vous la poser justement, de Jean-Marc Fraval. Il semblerait que le consensus soit global aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait qu'il soit si difficilement applicable? Et je pense que vous l'avez évoqué, c'est la difficulté qu'on a à se séparer d'un confort de consommation de notre société actuelle, en grande partie. Il y a beaucoup de dimensions dans cette question. Il y a bien sûr cette dimension-là qui est une dimension individuelle. Il y a aussi le fait que toute notre société est organisée autour de certains principes. La plupart des gens travaillent pour des entreprises qui sont des entreprises de taille mondiale, qui ont des objectifs de production, qui sont définis par rapport à ce qu'elles pensent que va être la consommation de chacun d'entre nous en masse. Donc, tout est entremêlé et on ne peut pas changer le système seulement en demandant aux individus de changer. Je vais donner un exemple très simple. Nous avons cette année l'ambassade de France au Kazakhstan avait le projet avant la pandémie d'organiser des réunions éducatives de ramassage de plastique dans la steppe. Parce que quand on se promène dans la steppe, moi je me suis promené beaucoup au Kazakhstan, c'était une des premières choses que j'ai découvertes et qui était très triste dans un pays qui est quand même très riche en ressources naturelles, c'est de voir que la steppe déjà est polluée par du plastique. C'est très bien d'aller ramasser le plastique. C'est très bien déjà de ne pas le jeter, de ne pas le laisser partir dans l'environnement. C'est très bien. Mais il faut surtout arrêter d'en fabriquer. Parce que chaque seconde qui passe, depuis que nous avons commencé à discuter, en gros, la planète produit 10 tonnes de plastique. 10 tonnes. Donc, je pense qu'il faut que tout le monde réfléchisse à ça. Il faut que tout le monde se dise bien qu'à un moment, c'est tout le système de production et de fonctionnement de notre économie qui doit changer. Il faut arrêter de produire 10 tonnes de plastique par seconde. Ce n'est pas possible. Ce plastique va forcément se retrouver quelque part. Exemple des masques. On a tous manqué de masques pendant la pandémie. On a tous voulu en fabriquer localement. Résultat, ils se retrouvent déjà, par exemple, dans la Méditerranée, qui commence à se remplir de masques jetables que les gens ont jetés. Donc, l'éducation individuelle, c'est très important, mais on aurait peut-être pu penser à la récupération des masques, à mettre en place, dès qu'on distribuait les masques, un système de récupération et de recyclage des matériaux qui avaient servi à fabriquer les masques. Nous avons une question d'Engie pour vous, Monsieur l'ambassadeur. Quels sont les moyens d'action que vous offre votre statut d'ambassadeur pour lutter contre ces problèmes de pollution? Par exemple, à l'échelle d'une ambassade, comment est-ce qu'on peut agir
pour mettre en place des politiques, soit locales? Alors, il y a des initiatives à l'intérieur du ministère, par exemple, si on parle simplement des efforts que fait un ministère ou un réseau diplomatique pour être plus vert. Donc, il y a ce qu'on appelle les ambassades vertes, c'est-à-dire que c'est un concours chaque année qui donne la possibilité à chaque ambassade de mettre en place un plan pour se verdir, pour devenir plus verte, plus environnementale. Donc ça, c'est quelque chose, c'est très bien. C'est une initiative qui favorise, par exemple, je ne sais pas, la mise en place de panneaux solaires sur les toits, la mise en place d'un système qui renforce d'isolation, qui renforce l'efficacité énergétique du bâtiment où est l'ambassade, ou alors un système qui permet de réduire les consommations de toutes sortes de produits, le papier et tous les autres consommables de l'ambassade, etc., etc. Souvent, c'est pas possible. Hein. Souvent, c'est pas possible. Notre ambassade, par exemple, à Nur-Sultan, elle est dans un bâtiment depuis sa création en 2008. Elle est installée dans ce bâtiment dont les contraintes, en fait, nous sommes locataires, dont les contraintes sont inamovibles pour nous. On ne peut pas les changer, ces contraintes. Et en tant que locataire, on ne peut pas agir sur le bâtiment. On peut très difficilement, en tout cas, agir vraiment à la marge. Ensuite, comment est-ce qu'on peut agir comme ambassadeur? On peut faire des journées comme ça, on peut faire des petites émissions pour essayer de renforcer la conviction qu'il faut agir et de rendre les gens plus déterminés partout où ils sont à agir. On le fait dans ces contacts bilatéraux. La France travaille avec le Kazakhstan sur tout un volet environnemental de notre politique économique, c'est-à-dire que la France est le 4e investisseur étranger au Kazakhstan et nous essayons de favoriser dans les investissements étrangers au Kazakhstan les projets qui sont favorables à la lutte contre la pollution, aux énergies renouvelables. Par exemple, Total, qui est un des grands industriels du pétrole, a aussi au Kazakhstan des projets dans le domaine de l'énergie solaire. Et je pense que c'est l'avenir. Je pense que le pétrole est en train de s'achever. L'ère du pétrole est en train de s'achever. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi eh bien, dans la discussion politique, travailler sur les négociations multilatérales. Vous savez que la négociation sur le changement climatique, c'est chaque année. Pour l'instant, c'est arrêté à cause de la pandémie et reporté de pratiquement 1 an, puisque la conférence qui devait avoir lieu à Glasgow a été reportée à l'été prochain. Mais ça veut dire coopérer aussi avec le Kazakhstan pour aider le Kazakhstan à faire des choix qui soient plus propices, par exemple, à la reforestation ou à l'utilisation de ressources énergétiques comme la biomasse, etc. C'est des sujets sur lesquels on discute assez régulièrement. Et puis, on a mis en place, et ça, j'en suis personnellement très fier, 10 bourses grâce à un partenaire kazakhstanais, les bourses Make Our Planet Great Again, qui donnent chaque année à 10 jeunes Kazakhstanais la possibilité de se rendre en France pour faire des études dans le domaine environnemental. Et je pense que ça, c'est très important parce que la lutte contre l'environnement, ça ne peut se faire, contre la lutte pour la préservation de l'environnement, ça ne peut se faire qu'à l'intérieur de chaque pays s'il y a des acteurs éduqués, instruits, compétents, armés sur le plan scientifique, pour faire bouger leur propre pays. Et donc, c'est une contribution à long terme, ces bourses. On en verra les résultats dans 5 à 10 ans, je pense, au Kazakhstan, quand ces jeunes reviendront pour faire des projets ici. Et je pense que c'est vraiment important. Très bien. Il y a encore 2 questions pour vous, monsieur l'ambassadeur. Alors, une question d'Irlan qui réagit à la question précédente, effectivement, sur l'idée de décroissance. Et qui réagit en disant mais est-ce que finalement le modèle de la croissance n'est pas fondé sur la consommation et c'est pas finalement un cercle vicieux, on ne pourra pas vraiment en sortir tant qu'on ne changera pas de modèle économique et industriel. Ce qui est clair, c'est que depuis à peu près, on va dire maintenant 50 ans, depuis que le Club de Rome, qui est un club d'économistes, a commencé à travailler sur le sujet de l'épuisement des ressources naturelles, nous savons que même en tenant compte du progrès technique, qui est une composante très très importante du développement de la croissance, nous allons buter sur des limites physiques sur Terre. Donc,
vous parlez de cercle vicieux. Pour moi, ce qui est vicieux, c'est de penser qu'on va pouvoir effectivement, pour l'éternité, continuer à consommer des quantités de plus en plus importantes de nos ressources. Pour citer un chiffre justement qui est assez marquant de WWF, on consomme actuellement 1,5 planète. C'est-à-dire qu'on consomme plus en termes de ressources que les ressources déjà disponibles. Non, mais ce chiffre, il est marquant. Quand on se... Le 29 juillet 2019, nous avons atteint le niveau de consommation des ressources sur l'année et que la Terre était capable de renouveler en une année. Donc, on avait pratiquement en la moitié de l'année consommé l'intégralité de l'année. Oui, c'est vrai. C'est plus compliqué que ça hein, parce que le progrès technique nous permet de justement faire peut-être de la croissance ou de produire de la valeur avec moins de ressources. Mais pour ça, il faut aussi prendre des mesures très concrètes. Vous avez eu, par exemple, pour donner un exemple de mesure concrète, une consultation sur Internet qui a été menée en France justement par une série d'ONG auprès des Français pour savoir ce qu'ils souhaitaient qu'on fasse tous ensemble après la pandémie pour réduire notre impact sur l'environnement. Une des mesures qui a été proposée, qui m'a beaucoup frappé, c'est de prévoir des règles de droit qui interdisent aux entreprises de programmer l'obsolescence des produits. Pour que nos amis qui étudient le français comprennent bien, programmer l'obsolescence des produits, ça veut dire que votre iPhone, justement, hein, l'iPhone, il est usé au bout un certain nombre d'actualisations de l'iOS, au bout d'un certain nombre d'usages qui sont déterminés par le producteur en réalité. Et ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Mais pour ça, il faut que nous ayons des législateurs, des députés, des gouvernements, des premiers ministres, des présidents qui soient conscients qu'il faut interdire certaines choses à l'industrie et pas considérer que, justement, chaque année, nous devons avoir notre iPhone avec les métaux rares qui sont très polluants à extraire de la Terre et avec toute la consommation en énergie qu'elle représente indirectement et qu'on a parfaitement la possibilité de considérer qu'on sera très heureux si on ne les remplace qu'au bout de 10 ans, par exemple. Je vais prendre une dernière question sur justement les politiques et les relations multilatérales. Une question toujours de Jean-Marc Ravel. N'y a-t-il pas trop de décalage actuellement entre les pays occidentaux qui favorisent les déplacements électriques, voitures, vélos et des nouveaux moyens de consommation, et les pays dits émergents qui ont un besoin en développement important et ne sont pas encore sensibles à ces thématiques écologiques? Alors ça, c'est un vrai problème qui a plusieurs niveaux de compréhension. Parce que derrière ce rapport entre pays développés et pays en développement, il y a un rapport entre anciens pays colonisateurs et pays colonisés. Il y a un rapport historique, souvent politiquement complexe, qui fait que les pays en développement ont reproché très vite aux pays développés d'être responsables de tout. Mais c'est l'histoire. C'est comme si des enfants reprochaient à leurs parents tout ce qu'ils ont fait comme erreur pour justifier le fait qu'ils allaient continuer à faire les mêmes. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est parfaitement compréhensible. C'est-à-dire qu'on peut comprendre pourquoi les pays qui comptent, par exemple la Chine, compte encore quelque chose comme une centaine de millions de personnes qui vivent dans des conditions de pauvreté, même si elle a sorti, grâce au développement, 300 à 400 millions de Chinois de la pauvreté dans les 25 dernières années. L'Inde compte aussi énormément de pauvres et de personnes qui n'ont pas accès à des services de base. Mais je crois que justement, ce qu'il faut inventer et ce qui se passe déjà, puisqu'il y a une foule d'initiatives pour apporter, par exemple, les énergies renouvelables dans les villages ou apporter dans les villages en Inde ou en Afrique l'accès à l'eau, un accès autonome et alimenté par une énergie renouvelable.
avec des micro-puits, avec des systèmes aussi qui favorisent, qui permettent aux enfants tout simplement d'étudier le soir et d'avoir un éclairage sans un raccordement au réseau électrique. Il y a une foule d'initiatives qui existent, qui vont quand même dans le sens d'un développement réel pour les pays qui sont encore plus pauvres, sachant que il faut être très clair. D'une part, les pays en développement ne pourront jamais atteindre le niveau de développement actuel des pays développés, c'est-à-dire le niveau de consommation actuel des pays développés, sans que cela provoque une catastrophe. Et c'est ce qui est en train de se passer, hein, avec la disparition de la forêt amazonienne, la disparition des forêts dans l'Afrique centrale, et que d'un autre côté, les pays riches devront aussi faire un effort énorme pour réduire leur empreinte environnementale. Donc l'effort, il doit être partagé, il doit être de tous les côtés, et les solutions qui seront développées, elles ont tous le même esprit. C'est des solutions d'autonomie énergétique, par exemple de chaque foyer, de chaque maison, des solutions de mobilité douce plutôt que les mobilités à forte consommation en énergie. Et elles existent, ces solutions, elles sont en train de se développer partout. Simplement, il faut qu'on change tous un peu dans notre tête d'idées par rapport à ce que ça veut dire être riche. Est-ce que être riche, c'est avoir beaucoup d'argent sur son compte en banque, ou est-ce que ça veut dire pouvoir avoir une vie normale, respirer un air propre, boire de l'eau qui n'ait pas été purifiée 20 fois, avoir accès à une alimentation de qualité, bio, sans un excès de produits chimiques, et donc ne pas subir tous les risques sanitaires que cela représente, ne pas être soumis tous les 5 ans à une pandémie parce que un animal quelconque sera entré en contact, réservoir de virus sera entré en contact avec des humains quelque part à l'occasion de tout ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment être riche? Est-ce que être riche, c'est avoir son iPhone tous les ans et vivre dans les conditions dans lesquelles nous allons de plus en plus vivre et que j'ai décrites au début? Ou est-ce que être riche, c'est avoir tous accès à un niveau de développement comparable à travers le monde et qui soit surtout soutenable et qui nous permette de survivre à ce siècle? Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Justement, j'aimerais revenir sur un des points. Alors, il y a beaucoup de réactions dans le chat. Je ne vais pas vous poser toutes les questions qui vous sont posées, puisqu'en plus, je pense que, voilà, il y a des questions sur lesquelles vous n'êtes pas forcément en mesure de pouvoir agir. Par exemple, sur la question du big data. Sur la question du big data, c'est-à-dire comment limiter la croissance de big data qui est invisible et polluante. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de réactions en fait dans le chat sur l'obsolescence. Effectivement, pensez-vous que les Français accepteraient l'interdiction de l'obsolescence, notamment au niveau des industries en France? Il y a également des questions sur est-ce qu'on pourrait… Demandé, hein. Sur l'obsolescence, c'est une des, je ne sais plus combien, je crois il y a 15 demandes qui sont issues de cette consultation sur Internet, et ce sont des demandes qui ont été présentées au gouvernement. C'est des thématiques en tout cas qui sont… L'interdiction de l'obsolescence programmée, c'est quelque chose, la réglementation de l'obsolescence programmée, c'est une demande des personnes qui se sont exprimées en France sur Internet, hein. Justement, j'aimerais revenir sur la thématique de la pandémie. Nous venons, enfin on sort, on ne sait pas vraiment si on en sort, mais en tout cas, nous venons de vivre des mois assez intenses avec le Covid-19, le confinement et tout ce qui s'ensuit. Justement, vous l'aviez évoqué au début comme l'une des catastrophes, c'est-à-dire cette catastrophe en fait médicale, c'est-à-dire l'arrivée de nouvelles maladies, de nouvelles pandémies. Comment est-ce que vous expliquez cette corrélation entre les enjeux actuels liés à l'environnement et l'évolution des pandémies telles que le Covid-19? Il y a en fait toute une série de liens de causalité entre les catastrophes environnementales d'un côté et l'apparition de grandes épidémies nouvelles, de ce qu'on appelle ce qu'on a appelé les maladies émergentes. Le sida est quelque chose qui est venu probablement d'une proximité avec une certaine espèce de singe en Afrique centrale. À l'autre bout de la chaîne, parce que le sida c'est 1981, à l'autre bout de la chaîne, la Covid-19 est probablement, on n'en est pas encore à 100% sûr, lié à la transmission d'un virus qui était passé probablement par de la chauve-souris, du pangolin et du serpent.
On ne sait pas trop, ça dépend du génome, de la compréhension qu'on aura du génome de ce virus dans la longue durée, mais c'est en tout cas la théorie aujourd'hui qui a le plus la faveur des scientifiques. Donc ça, c'est un lien. Les hommes envahissent le territoire naturel, ils se rendent de plus en plus proches d'espèces animales et donc ils prennent de plus en plus le risque d'attraper des virus qui jusque-là étaient cantonnés dans le monde animal. Je le disais tout à l'heure, il y a un autre vecteur qui est l'élévation des températures. Le moustique tigre, par exemple, qui transporte un certain nombre de maladies dans les zones tropicales, subtropicales, se déplace vers le nord. Et c'est comme ça que des maladies comme le chikungunya ou la dengue sont en train d'arriver en Europe depuis plusieurs années déjà. Troisième corrélation liée au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique conduit à la fonte non seulement des glaces, des neiges, des glaciers, mais aussi ce qu'on appelle le pergélisol, c'est-à-dire toute la partie du sol qui est depuis des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années, gelée. Dans cette partie du sol se trouve, on en découvre régulièrement, des maladies anciennes, des maladies d'ailleurs souvent pas très anciennes, comme l'anthrax. On a eu un cas il y a quelques années d'un enfant en Sibérie qui avait été contaminé par de l'anthrax qui avait, je crois, 75 ans d'âge, puisqu'en fait, ça remontait à une très ancienne épidémie d'anthrax. Mais on trouve aussi des virus. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu sortir dans la fonte de cette partie du sol qui est constamment gelée, on n'a pas encore vu sortir de virus qui ait attaqué l'être humain. Mais on peut rien exclure. On peut parfaitement voir revenir des formes de maladies, des formes de peste ou des formes d'autres maladies virales que nous avons oubliées parce qu'elles sont simplement maintenant enfermées sous les glaces dans le nord. Ça fait déjà 3 canaux de transmission de ces catastrophes environnementales vers la possibilité, le risque d'avoir des épidémies. Accentué par la mondialisation également. La mondialisation est surtout un facteur facilitateur de la diffusion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on l'a vu avec la Covid-19, mais c'était déjà vrai depuis le SRAS, c'était déjà vrai depuis le MERS, c'est-à-dire toutes les autres épidémies à coronavirus. La mondialisation, les transports rendent la diffusion de toute nouvelle maladie émergente extrêmement facile. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je vous en prie. Pour ces précisions. Et puis, c'est effectivement cette thématique forte, puisque vous nous avez présenté une thématique vraiment urgente. Il faut agir aujourd'hui à tous les niveaux et de façon, en tout cas, musclée. J'aimerais laisser la parole désormais à Assem et Rustem. Je vais vous présenter le clip La Terre en héritage. J'aimerais m'arrêter un petit peu avant sur des chiffres effectivement qui résument un petit peu la situation qui a été évoquée par monsieur l'ambassadeur, mais c'est des chiffres sur lesquels nous avons communiqué sur les réseaux sociaux des Alliances françaises et de l'ambassade. Aujourd'hui, donc, il y a 70% des terres, 40% des océans, 50% des cours d'eau qui sont endommagés et un quart des espèces animales et végétales qui sont menacées d'extinction. Alors, parmi ces espèces, il y a des espèces qui sont communes, notamment les abeilles. Il y a aussi des espèces qui sont spécifiques au Kazakhstan. Je vais vous passer quelques images, mais il y a notamment l'antilope saïga, ici. Vous avez également le barse des neiges. Vous avez également le chien Tobé. Et puis, la mer d'Aral, effectivement, qui subit des conséquences des enjeux climatiques et de l'impact de l'homme sur la biodiversité. Justement, je vais vous passer le clip La Terre en héritage avec un petit historique. Alors, La Terre en héritage, qu'est-ce que c'est? La Terre en héritage, c'était le titre de la programmation culturelle de l'ambassade de France au Kazakhstan, programmation 2020 étendue jusqu'à 2021. Et donc, la thématique de cette programmation était effectivement d'amener sur plusieurs sujets et thématiques culturelles
l'importance de la protection de l'environnement et de la biodiversité, mais également de mettre en avant ce monde durable, ce monde de demain qui sera transmis aux nouvelles générations. Et un monde durable, c'est également un monde juste, un monde où l'égalité femmes-hommes est mise en avant, un monde où les opportunités sont possibles à tous. Et c'est quelque chose qui s'est ressenti à différents moments de la programmation. Dès le mois de janvier, il y a eu une première rencontre sur la mode éthique et durable avec 11 créateurs de mode, français, allemands et kazakhstanais, qui agissaient soit par du recyclage, proposaient une nouvelle façon de produire du vêtement, soit proposaient des lignes qui étaient des lignes peu polluantes, donc soit vegan, soit en omettant certains matériaux qui sont très polluants actuellement par les consommations en eau ou par les consommations en termes de biens qui sont produits à un endroit et qui doivent être transportés ailleurs. En termes éthiques aussi, est-ce qu'aujourd'hui dans la mode, est-ce que c'est éthique de faire produire des vêtements par des enfants dans des pays en Asie du Sud-Est? Et donc, c'est toutes ces questions qui étaient portées notamment par ces 11 créateurs internationaux, français, allemands et kazakhstanais. Par la suite, monsieur l'ambassadeur l'a évoqué, il y avait une opération de ramassage de plastique qui devait avoir lieu à Nour-Sultan et à Almaty. Cette opération devait par la suite donner lieu à des ateliers de recyclage avec les enfants et de sensibilisation sur l'importance, en tout cas, de réduire effectivement les productions de plastique, mais aussi de les ramasser. Quel est l'impact du plastique dans la nature aujourd'hui? Et puis de le recycler. Il y avait également une exposition qui était prévue sur la protection du patrimoine mondial et notamment ici d'espèces protégées au Kazakhstan avec des acteurs locaux associatifs. Et donc, toutes ces thématiques, elles se sont rejointes par une rencontre avec ASEM qui collabore depuis plus de 2016 avec l'ambassade de France au Kazakhstan. Bonjour ASEM. Il faut que vous activiez votre micro. Voilà. Oui, bonjour Jérémy, bonjour monsieur l'ambassadeur, et bonjour à tous. Bonjour Rustem également, avec lequel bonjour à tous. Vous collaborez. Et donc, à un moment donné, il y a eu cette idée, sur proposition de l'Alliance française de Nour-Sultan, de confier à ASEM, par le biais d'une commande artistique. Donc, c'est quelque chose qui est très français, la commande artistique. C'est d'établir un budget pour la jeune création et faire en sorte que ce soit un artiste qui s'approprie une thématique et qui propose une interprétation de cette thématique. Et donc, pour La Terre en héritage, c'est ce qui s'est passé. Il y avait cette thématique existante. Il y a eu un échange que j'ai eu avec ASEM sur ce thème, La Terre en héritage. Et je lui ai dit, voilà, en tant que jeune femme kazakhstanaise, comment est-ce que vous imaginez cette terre en héritage, cette terre qu'on confie aux futures générations, qu'il faut préserver? Et ça a donné lieu justement à La Terre en héritage, cette coproduction par ASEM et Rustem, soutenue par l'ambassade de France. Je vous propose peut-être tout de suite de présenter le clip vidéo qui a été réalisé et d'en discuter par la suite. Dans les livres, je n'ai vu que les images des bateaux partis pour suivre une terre promise, un héritage où la mer d'Aral s'étendait, entourée par de grands fleuves, où le Ségal se demandait quelle est sa prochaine épreuve. Regarde autour de toi, il nous berce comme une mer, mais ignorant parfois, on fait mal à notre terre. À nous d'agir, tu vois, c'est le dernier virage que
après toi. La terre un héritage. Je rêve de revoir les pommes s'épanouir dans la nature et que le nez de chaque homme puisse inhaler cet air pur. Que chacun puisse faire un geste pour sauver la terre en pleurs, pour que chaque nuit, pas modeste, ait du sens et de la valeur. Regarde autour de toi, elle nous berce comme une mère, mais ignorant parfois, on fait mal à notre terre. À nous d'agir, tu vois, c'est le dernier virage. Que laisses-tu après toi? La terre un héritage. Il est le temps de changer le monde. Le temps s'enfuit. Il est le temps de sauver la terre. C'est aujourd'hui. Regarde autour de toi. Elle nous berce comme une mère, mais ignorant parfois, on fait mal à notre terre. À nous d'agir, tu vois, c'est le dernier virage. Que laisses-tu après toi? La terre un héritage. Donc voilà pour le clip et la chanson que vous avez réalisé ensemble, Assem et Rustem. Merci. C'est vraiment un très très beau, une très très belle chanson et un très très beau clip. J'aimerais qu'on s'arrête justement sur tout d'abord les thématiques que vous avez représentées. On a vu justement ces espèces qui sont menacées que vous avez présentées dans la vidéo. On a vu également des paysages sublimes du Kazakhstan, que ce soit les canyons, les lacs. Ce sont des endroits également où vous êtes rendus pour pouvoir réaliser, en tout cas en partie, pour pouvoir réaliser ce clip. Comment est-ce que vous, en tout cas pour la partie d'abord composition, comment est-ce que vous avez choisi effectivement les paroles et comment vous vous êtes immergé dans cette thématique pour pouvoir produire cette chanson? Bonsoir encore une fois. Oui, je vais commencer à Rustem si tu me permets. Vas-y, vas-y. Donc, dans la chanson, nous avons essayé de refléter, à notre avis, le problème environnemental le plus important et le plus urgent du Kazakhstan. Surtout, pourquoi ces problèmes nous inquiètent? Parce que avec Rustem, nous avons un parcours lié à l'énergie, lié à l'écologie. Donc, moi, j'ai fini mes études dans le domaine de l'énergie. Je suis ingénieure de conception de chauffage de ma première formation. Et mon master, j'ai fini en France dans le domaine de l'environnement urbain. Et nous, avec Rustem, nous sommes nés de la région des villes
de Timirtau et de Karaganda, où la pollution de l'air est vraiment très haute et plutôt catastrophique. Donc c'est pour ça, je pense que la chanson, donc nous avons répété tout ce qu'on pense et tout ce qu'on sentit, tout ce qu'on sentit dans ce domaine. Donc les problèmes les plus importants, à notre avis, c'est le problème de la mer d'Aral, c'est la pollution que j'ai déjà évoquée, la disparition des animaux rares et la réduction de vergères de pommiers, surtout dans la région d'Almaty. Et donc, ce qui était important pour nous, le but de cette chanson est par la musique et par le clip, de montrer aux gens ce que nous avons, toute la richesse de la nature que nous avons. Parce que moi-même, j'ai voyagé vraiment beaucoup au Kazakhstan et je vois qu'il y a tellement beaucoup des endroits beaux et donc c'est vraiment quelque chose d'unique. Et on voudrait que les gens se réalisent ce que nous avons et se réfléchissent à ce que chacun peut faire pour préserver ce que nous avons et transférer aux nos générations. Et justement, alors dans le clip, on voit que vous avez réalisé en plusieurs parties. Il y a une partie plutôt de présentation de ce patrimoine naturel avec les espèces, les paysages, et puis une partie plutôt sur les éléments de destruction. Donc on voit les usines, la pollution, les villes aussi avec, en tout cas c'est une transition, mais effectivement il y a les villes avec cette ville de nuit où on voit toutes les voitures et les lumières allumées, donc toute la pollution également produite par les citadins. Et puis ensuite, il y a plutôt une sorte d'espoir. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir avoir de l'espoir, en tout cas de savoir que l'on peut agir. Et donc, il y a ces images plutôt sur les enfants qui vont ramasser du plastique, le jeter, etc. Je voulais savoir sur cette partie-là, justement, en particulier, comment vous avez fait? C'est-à-dire que vous êtes allé vers des amis qui avaient des enfants, vous avez essayé de leur expliquer le projet. Non, mais c'est intéressant, effectivement, de comprendre comment vous avez expliqué aux enfants, venez, on va vous filmer, vous allez jeter du plastique parce que c'est important. Comment, justement, ça a été cette première action de sensibilisation à destination des très jeunes? Oui, tout à fait. Ces enfants sont les enfants de mes amis, oui, qui m'ont aidé. Donc, je les expliquais la conception de cette chanson et du clip. Et donc, ils étaient vraiment très ravis de m'aider. Donc, nous avons filmé ce cadre à côté de l'expo qui est à côté de Méga. Donc, il y a des réservoirs de collecte des ordures qui comment dire, qui est pour les ordures mélange et pour le plastique et bouteillé et tout ça. Donc, voilà. Mais avec les enfants, c'était vraiment très, très facile à travailler. Oui, ils comprennent bien et surtout, ils nous posent des questions, pourquoi on fait ça? Et donc, je pense que c'est aussi c'est une bonne expérience de formation, d'éducation des enfants, même dans cet exemple, dans ce petit exemple. Et justement, entre vous deux, Rustem et vous, Assem, comment est-ce que vous répartissez le travail artistique? Comment fonctionne votre binôme justement sur cette chanson et ce clip vidéo La Terre en héritage? Et Rustem, j'aimerais bien aussi vous entendre sur votre parcours, parce que vous avez aussi un parcours très pointu par rapport aux logiques liées à l'environnement et à la durabilité.
Donc, j'aimerais bien vous entendre aussi sur ce point. Pour répondre à cette question, d'abord, bonjour. Bonjour à tous. En fait, avec ASCM, c'est moi qui écrit les paroles et ASCM, elle écrit la musique, elle chante. Et voilà. Donc, avec ASCM, on se connaît depuis bientôt 8 ans. Oui, il faut l'avouer, ça fait déjà. Oui, on s'est rencontrés, mine de rien, on s'est rencontrés en France. En fait, on se connaissait pas avant. Et donc, du coup, oui, effectivement, moi, j'ai fait mon doctorat en optimisation énergétique dans des véhicules hybrides. Donc, c'est tout ce qui est les algorithmes pour réduire la consommation des pétroles, enfin, plutôt gasoil dans un bus urbain. Et actuellement, je travaille chez Alstom. Je travaille sur un des moyens de transport les moins polluants au monde, donc c'est les trains, les métros, les trains, les TGV. Les vélos. Et encore, on veut les vélos, pas moi. Je travaille pas sur ça, mais oui, c'est ça. Bien sûr, les vélos et marcher à pied, ça marche très bien aussi pour réduire la pollution. Et oui, et justement, j'allais dire que en fait, moi, je travaille sur les projets d'avenir. Donc, c'est les projets des transports à batterie pure, soit à transport à hydrogène, ce qui n'existe pas encore en France, mais il y a un train qui existe déjà en Allemagne. C'est le premier train à hydrogène, il a été lancé en 2018, septembre 2018. Donc, c'est zéro émission. Donc, du coup, la seule émission qu'il a, ce train, c'est de l'eau. Donc, en sortie, on a de l'eau. Du coup, on travaille sur ces sujets-là. Je travaille notamment sur la partie simulation, calcul d'énergie, gestion d'énergie dans un train hybride. Donc, voilà. Et oui, du coup avec ASCM, franchement, ce sujet nous tient à cœur. En fait, nous, on travaille vraiment sur cette sur amélioration du monde et tout ça. Donc, pour nous, quand on a commencé à travailler, d'abord, on s'est posé plusieurs questions, genre, qu'est-ce qu'on veut mettre en parole, en fait, qu'est-ce qu'on veut transmettre comme parole aux gens. Et du coup, on a commencé à lister tous les problèmes qu'on a au Kazakhstan. En fait. On ne voulait pas que ce soit une chanson très générale, tout ça. On voulait vraiment montrer les problèmes actuels qui existent au Kazakhstan, qui sont proches au Kazakh. Et donc voilà, et du coup on est parti de ces images des taïgas, de la mer d'Aral, et de ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on avait, parce qu'en fait ça commence, je n'ai lu que dans les livres, je n'ai lu que les images, franchement, parce que pour moi la mer d'Aral, j'ai vu franchement que les images d'un grand lac qui était avant. En fait, moi maintenant je le connais qu'un petit lac qui est complètement Et justement, Rustem, peut-être sur ce point, Assem aussi, vous pouvez réagir, mais est-ce que en réalisant cette chanson et ce clip, vous avez découvert des choses sur votre patrimoine naturel que vous connaissiez peu ou pas du tout? C'est-à-dire des régions, des espaces ou des animaux, ou bien vous connaissiez déjà très bien ces différentes Bon, personnellement, je connaissais, mais c'est vrai que ça nous a permis d'aller un peu plus loin et de voir les vrais chiffres. Là, on était vraiment choqués en fait, par le nombre de sagas qui était diminué en dizaines ou en centaines de fois. Donc, ça, c'était vraiment frappant. Voilà. Et bah, sinon, oui, c'est vrai que tous ces problèmes, on les voyait, comme Kassem m'a dit, on est né dans les villes qui sont hyper polluées. On sait ce que c'est. Moi, quand je rentre chez mes parents, je vois la différence. Au niveau de même rien que respiration, quand j'arrive, je sens que au niveau de l'air, il est pas pur, quoi, il est pas propre. Donc, et ça, c'est assez difficile à réaliser, à se dire ouais, que voilà, c'est la réalité dans laquelle nos parents et les Kazakhs vivent actuellement. Et après, alors justement, vous, Rustem, vous êtes actuellement à Paris. Oui.
Comment et en s'est région passée parisienne. Oui. la partie conception? C'est-à-dire que vous étiez en échange régulier avec ASEM? Ah oui, on est toujours avec SM. Les premiers messages du matin que je reçois quand je me réveille, c'est SM qui laisse des messages. Elle s'en fout que c'est la nuit chez moi. Elle m'envoie des messages, je les lis après. Ouais, donc vraiment un échange assez régulier. Moi, Les paroles, j'écris vous étiez complètement plutôt autonome? l'histoire. C'était Ouais. également lié d'un un échange pour les paroles de la chanson. Est-ce que En c'est fait, comment ça se passe? J'ai écrit la première version des paroles, je lui envoie, elle les lit, et puis elle dit, oui, voilà, là, je n'ai pas trop compris pourquoi, peut-être on peut changer là, ici, ici. Ok, pourquoi pas. Du coup, c'est vraiment c'est le travail d'équipe. Et d'accord, pareil pour la mélodie, pour la musique. Elle envoie les versions, elle me dit, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu t'en penses? Ouais, la plupart des cas, franchement, ça me plaît de premier coup, hein, moi je l'avoue. Mais voilà. d'accord, très bien. Et justement, vous, Assem, est-ce que pour vous, il y avait, par rapport aux paroles, est-ce que vous les êtes appropriées dès le début et avez réussi à envisager une composition musicale tout de suite? Ou est-ce que pour vous, il y a une nécessité quand même d'avoir ce temps pour s'imprégner véritablement des paroles? Comment est-ce que vous avez réagi face au texte envoyé par Rustem, justement? Ah oui, donc c'est une question assez difficile. Oui, parce que tout le monde me demande comment ça, comment ça, donc la procédure de la composition. Cette fois, c'était vraiment très facile. Donc, j'ai aimé les paroles de premier coup. Euh, et euh, et je pense que nous avons discuté déjà avant de l'écriture de paroles, de l'atmosphère de la chanson. Donc, si tu comprends bien l'ambiance, sais pas, l'émotion que tu donnes à cette chanson, donc c'est plus facile à comprendre dans quel sens tu peux aller dans la musique. Donc, et donc cette fois, c'était vraiment très clair. Donc, je voulais pas que cette chanson soit, soit trop dynamique ou, je sais pas, trop rythmée, comme quelque chose, je sais pas, disco, quelque chose. Mais ça devait pas être triste. Donc, l'émotion que je voulais donner à cette chanson, c'est l'espoir, c'est la manifestation à agir, donc Ouais. pour faire quelque chose. Et donc voilà, je pense que Dites-nous dans le c'était. chat si vous êtes d'accord, mais c'est vrai que je trouve qu'en tout cas, c'est réussi. C'est vrai que malgré le fait que vous évoquez effectivement des thématiques qui sont quand même dures, telles que la disparition d'espèces, la pollution et l'impact que ça a sur nos sociétés humaines, mais aussi sur la nature, elle est foncièrement positive. À la fois par la luminosité des images, elles sont très lumineuses, il y a quelque chose d'enjoué aussi que vous réussissez à transmettre. Et cette note, notamment avec les enfants, le message passe très bien. C'est-à-dire que ce message, je trouvais ça intéressant, en tout cas aujourd'hui, d'avoir vos deux interventions, celle d'Assem et Rustem et celle de Monsieur l'ambassadeur, puisque il y a effectivement eu le message véritablement politique avec un bilan depuis le Club de Rome sur l'évolution de la planète et des espèces. Et puis, il y a ce message aussi de la jeune génération qui est face à ce postulat, c'est-à-dire que nous avons grandi avec cette idée que la planète était déjà en train de se détruire, qu'il y a déjà des espèces qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas connues. Et il y a plusieurs façons de réagir. Je pense qu'il y a une façon de réagir, de se dire c'est pas grave, continuons, le modèle il m'arrange très bien comme ça, ce modèle économique et industriel. Il y a la position de se dire foutu pour foutu. Non mais c'est-à-dire on pourra pas changer les choses, donc c'est malheureux. Essayons de faire avec les moyens du bord. Et puis il y a cette démarche que vous portez et que je trouve très belle de dire on peut en fait, on peut essayer. On ne sait pas ce que ça va donner. On est conscient qu'il y a des espèces qui vont peut-être quand même disparaître parce que c'est probablement trop tard. Mais essayons quand même pour cette planète.
Et je trouvais ça très beau dans la façon dont ça c'est présenté. C'est vraiment un très beau message. Je reprends une question qu'a posée NG. NG nous demande, avez-vous vu le film documentaire Home de Yann Arthus Bertrand, qui justement présente comme ça des vues de la Terre vue du ciel, et en même temps en évoquant les enjeux climatiques et environnementaux. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose comme ça. Home dégage aussi cette atmosphère-là, c'est-à-dire on évoque des thématiques qui sont graves, urgentes, sur lesquelles il faut agir maintenant. On ne peut pas repousser l'échéance davantage. Et en même temps, on montre la beauté du monde. Et je trouve que cette coproduction, en tout cas de l'ambassade et avec vous, elle est sublime parce qu'à la fois, elle valorise le patrimoine naturel du Kazakhstan, qui est parfois méconnu, notamment en France. Et ça invite, et là je reprends également ce que dit NG un peu plus haut, ça invite à la diffuser largement, cette vidéo. C'est-à-dire que le but de cette vidéo, en tout cas pour nous, c'était que toutes les AF, toutes les alliances françaises puissent le diffuser, puissent se l'approprier, faire travailler leurs élèves sur les paroles, à la fois montrer qu'en fait, il n'y a pas de distinction totale entre culture, par exemple, d'un côté, qui serait l'art distinct de toute chose, et puis l'environnement qui serait un peu pénible parce que intellectualisé, puis c'est chiant et c'est moralisateur, etc. En fait, finalement, vous avez réussi à rejoindre les deux, c'est-à-dire le processus créatif et en même temps un message, peut-être pas politique, mais en tout cas un message social et environnemental fort, qui est un message de responsabilisation et d'action. Voilà un petit peu la façon dont, en tout cas, moi, je le perçois. Il y a beaucoup de… Je vais vous les lire parce qu'il y a eu beaucoup de très beaux messages. Bravo à Assem et Rustem pour ce magnifique projet, à diffuser sans modération. Très joli, merci, j'apprécie les paroles, les images, très bien, de Marilyn des États-Unis. Bravo également Dalia. Et donc, c'est beau aussi d'avoir tous ces messages. J'imagine que vous avez reçu aussi. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et merci surtout à l'ambassade de la France au Kazakhstan que vous avez confié ce projet à nous. Oui, et surtout à cette étape de notre co-création, on s'est réfléchi beaucoup avec Rustem du rôle du poète et du musicien. Donc, quel message dans nos chansons on veut transmettre? Et donc, on s'est mis d'accord qu'on veut parler de tout ce qui nous entoure, de toutes les actualités qui se passent chaque jour. Donc, on peut pas chanter toujours de l'amour, de la vie qui est bien, mais il y a des problèmes, il faut parler sur ces problèmes, sur ces questions. Donc, et ce projet, je pense, reflète parfaitement cette idée. Donc, merci pour ce projet. J'aimerais revenir plus en détail aussi sur vous, Assem, en tout cas, puisque pour nous, c'est vrai que sur la proposition de l'Alliance française de Nour-Sultan, c'était logique de vous confier ce projet parce qu'également, vous avez travaillé, en tout cas pour les francophones d'Europe et des États-Unis qui nous écoutent et qui ne vous connaîtraient pas. Je vous invite à regarder, d'ailleurs, je vais vous envoyer la page YouTube d'Assem. Mais Assem a également travaillé sur un album dont j'aimerais que vous nous parliez aujourd'hui, qui est Français à la Kazakh. C'est ça? Et c'était un album avec des chansons en français qui étaient des traductions de chants traditionnels russes et kazakhs. Plutôt kazakh. Plutôt kazakh. Oui. Plutôt kazakh. Je crois que j'avais vu une chanson russe, mais mais en tout cas oui. Et donc justement, j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu, Assem, de Français à la Kazakh, parce que ça s'inscrit aussi sur le patrimoine culturel du Kazakhstan cette fois. Oui, donc ce projet était aussi, nous avons travaillé avec l'ambassade donc, de France au Kazakhstan. Ce projet, nous avons fait avec Almaz Duo. À cette époque, j'ai fait partie de Almaz Duo. Donc, on était 3 personnes qui a fait ce projet. Donc, moi, Rustem, qui a traduit les chansons kazakhs traditionnelles en français,
et Paulina, qui faisait partie de Donos Duo. Donc, cet album, ce projet, comprenait 5 chansons traditionnelles kazakhs traduites en français et 5 chansons originales composées par moi et par Rustem. Et donc, l'idée de cet album était de faire comprendre aux francophones l'histoire et la culture du Kazakhstan par ces chansons, par cette traduction des chansons. Et aussi, en fait, l'idée était d'utiliser dans les chansons la nature, parce que les Kazakhs, à l'époque, dans ces chansons traditionnelles, comment ils exprimaient leurs émotions, leurs traditions, ils exprimaient par la nature. Donc, ils chantaient de steppes, de tout ce qui les entourait, des chevaux. Comment? Des fleuves. Des fleurs, des animaux, parce que le cheval et Berkut, comment? Des aigles. Des aigles, oui. Oui, ce sont les symboles du Kazakhstan. Et dans nos chansons originales, nous avons aussi utilisé ce concept. Par exemple, nous avons une chanson qui s'appelle Le fleuve. Et donc, cette chanson parle c'est une jeune fille qui parle, jeune fille plutôt qu'une femme, qui parle à un fleuve. Donc, il essaie d'exprimer ses émotions, ses sentiments envers un homme. Et il parle avec un fleuve. Donc, elle demande à ce fleuve, est-ce qu'il m'aime? Est-ce que je suis aussi cher pour lui comme il est pour moi et tout ça. Donc, c'est un peu, on a essayé en écrivant cette chanson, c'est une chanson originale, on a essayé quand même d'approprier les concepts qui ont les chansons kazakhs. Quel est le titre de cette chanson? Les fleuves. Les fleuves, d'accord. Ouais. Et là, est-ce qu'Assem, vous souhaitez, je suis sur votre chaîne YouTube, est-ce que vous souhaitez que je diffuse une vidéo pour qu'on puisse découvrir lorsque vous chantez dans votre langue natale? Ok, oui. Alors, laquelle? Oui, donc, Yakamazai? Kamaja en français, oui, nous avons assez récemment traduit Kamaja en français, et aussi la chanson d'Abay qui s'appelle J'ai sustain Jarrai, et nous avons la traduit comme Je t'attends au clair de lune. Roshisnil Molderai, c'est ça? Non, c'est une autre. D'accord, j'essaie de trouver une des chansons. En kazakh? On va les mettre une chanson en kazakh. Qu'est-ce que tu as sur en kazakh, vous pouvez, oui, Balkadisha, soit, oui, Kozinen Molderina, donc pas de différence. Mais c'est en kazakh, c'est pas traduit en français. Oui, c'est en kazakh. Non, l'idée, c'est de pouvoir vous entendre en kazakh. Oui, bien sûr. Oui, donc c'est Balkadisha ou Kozinen Molderina. Je vais montrer ça tout de suite.
Merci beaucoup. C'est très plaisant à regarder. Justement, peut-être Assem, est-ce que vous envisageriez de chanter La Terre en héritage, par exemple, en kazakh? Peut-être pas ce soir, mais à un moment donné, est-ce que vous pourriez envisager ce type? C'est une question que j'ai reçue. Euh, Est-ce que voilà, c'est quelque chose que vous souhaiteriez? Oui, nous avons envisagé déjà cette question et la version kazakh est déjà prête. Donc, j'attends le moment quand je peux lancer cette chanson, le clip de vidéo de cette chanson en version kazakh. Et je peux vous dire que la version kazakh euh, est vraiment très bien. Donc, j'ai coopéré avec un poète kazakh. Elle s'appelle Altanay. Donc, nous avons déjà travaillé avec elle sur plusieurs chansons euh, qui étaient traduites en kazakh. Donc, c'est pas de un héritage, c'est pas une traduction comment dire, littérale, oui. Ouais, Oui, notamment, oui, c'est plutôt une traduction poétique. Donc, elle a compris, elle a bien compris ce qu'on voulait, quelle émotion on voulait donner à cette chanson et quelle l'idée et le concept de la chanson. Et je pense qu'elle est devenue vraiment très kazakh. Donc, j'ai bien aimé cette version et je serais très ravie de partager cette version avec vous. Super. Alors, nous avons beaucoup de remerciements pour votre travail, Assem, qui arrive dans le chat. Nous avons également une question. Est-ce que me permettez-vous de diffuser cette vidéo auprès des collégiens? À partir du lien YouTube, oui. Enfin, je pense que Assem, vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que la vidéo soit envoyée au plus grand nombre. Ça sera, à la rigueur, c'est… Oui, surtout, j'ai pas les liens avec les collèges. Donc, si vous avez des contacts, oui, je serais ravie. Est-ce que les participants, les invités, vous avez d'autres questions pour Assem et Rustem? Sinon, je voulais vous informer que toujours autour de la thématique de l'environnement, la semaine prochaine, nous allons communiquer sur le film Human de Yann Arthus Bertrand, qui est actuellement disponible gratuitement sur YouTube en version cinéma. Donc, vous pouvez découvrir de chez vous, voilà, sur votre ordinateur, sur votre téléphone, vous avez un câble HDMI. Et nous ferons une rencontre avec Yann Arthus Bertrand lui-même dimanche prochain, donc pas ce dimanche-là, mais celui dans 10 jours, et qui nous parlera de son film, mais également de tout son travail. Yann Arthus Bertrand a à la fois fondé une fondation, la Good Planet, mais également a réalisé tout un documentaire photographique sur la Terre vue du ciel, un certain nombre de films. NG en parlait un peu plus haut de Home, et je trouve ça justement assez amusant que vous parliez d'Yann Arthus Bertrand, justement. Ce sera dans la continuité. Donc, la journée mondiale de l'environnement ne sera pas seulement un prétexte pour faire un événement sur l'environnement. L'ambassade, en tout cas, est très active sur ces sujets. Donc, nous allons continuer ce cycle qui avait commencé au mois de janvier et qui continuera jusqu'à la fin de l'année 2021. Et donc, voilà, ces thématiques-là pourront être retrouvées dès la semaine prochaine avec la diffusion de ce film que vous pourrez retrouver sur YouTube, et puis la prochaine rencontre, mais également les prochains événements, puisque chaque événement a toujours un axe lié à l'environnement ou au caractère durable, que ce soit la place des femmes, l'éducation des jeunes et notamment des jeunes filles. Ce sont des enjeux importants, en tout cas, pour la création d'un monde de demain juste et en même temps équitable. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je tiens à vous remercier. Je remercie Monsieur l'ambassadeur Philippe Martinet, ambassadeur de France au Kazakhstan, pour sa présence. Il a dû malheureusement s'absenter, donc il n'est plus présent maintenant. Je remercie bien sûr Assem et Rustem pour cette très belle collaboration autour de la Terre en héritage. C'est une très belle coproduction qui annonce de futurs projets communs avec l'ambassade de France au Kazakhstan et les alliances françaises. Merci à tous les deux de votre présence aujourd'hui. Merci aux participants d'avoir assisté à cette rencontre et d'avoir été très actifs dans vos questions et vos remarques pour l'ambassadeur pour Assem et Rustem. Donc, merci à tous. Je vous dis à très bientôt
pour les prochains événements. Donc, dès la semaine prochaine, on se retrouve pour parler de Human. Et puis pour les prochains événements, n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux, que ce soit ceux de l'ambassade de France au Kazakhstan et ceux de l'Alliance française, notamment d'Astana, AF Astana, Alliance française de Nour-Sultan, et du réseau des Alliances françaises en Asie centrale. Merci à tous. Merci à l'Alliance française de Nour-Sultan de co-organiser ces événements avec l'ambassade de France. Et puis, une très belle soirée à tous. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. N'hésitez pas à réécouter La Terre en héritage dès que vous le souhaitez. Absolument. Et de partager. Partager auprès des collégiens, auprès de vos proches. Ce sont des très belles images, vraiment des images sublimes du Kazakhstan, comme on en voit peu. Il y a très peu de documentaires, malgré tout, qui sont faits, surtout en français, sur le patrimoine naturel du Kazakhstan. Donc, regardez-le autant de fois que vous voulez, écoutez les paroles et puis découvrez en même temps le travail d'Assem et celui de Rustem, d'autres choses que vous pourrez trouver sur les réseaux sociaux d'Assem, dont le nom d'artiste est Assem Muse, si vous la cherchez sur notamment Instagram, Facebook ou YouTube. Voilà. À très bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir.